Mesdames et messieurs, bonjour, re-bienvenue dans l'amphi Gaston Berger pour cette dernière série de conférences de Time World. Nous allons commencer par une conférence consacrée au temps mesuré et plus exactement à la cosmologie avec Jean-Philippe Uzan, qui est directeur de recherche à l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris, donc spécialiste de cosmologie, et qui va nous expliquer si l'on peut effectivement dire que l'univers a 13,8 milliards d'années. Pour ceux qui étaient là ce matin, Marc Lachiaiseray a commencé à esquisser la réponse, mais cette fois, on va avoir la réponse complète. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Donc tu me mets déjà un défi. Bon, c'est bien. Donc la question qui m'a été posée, c'est peut-on affirmer que l'univers a 13,8 milliards d'années? Alors on lit souvent, on entend à la radio, voilà, cette affirmation sur l'âge de l'univers. Il est clair que si je ne prends pas la zapette, je ne vais pas pouvoir passer les transparents, donc voilà, parce que j'ai beaucoup de pouvoir, mais je n'ai pas celui-là encore. Donc vous voyez, quand on lit une telle affirmation, tout de suite, avant même de parler de physique, on voit que ça affirme que l'univers a un âge, et surtout, ça nous dit que nous sommes capables de mesurer cet âge. Alors, pour tout lycéen qui n'a pas lu les œuvres d'Étienne Klein et de Marc Lachiaiseray, c'est scandaleux. C'est-à-dire que, est-ce que l'univers a un âge? On lui a appris Newton à l'école. Non, le temps est immuable. Ça veut dire quoi, cette affirmation? Et puis, comme nous sommes dans l'univers, comment peut-on affirmer que cet univers a un âge? Il n'y avait personne qui était là pour observer cet univers se développer. Vous, on connaît votre âge parce que sur un registre, on marque le moment où vous êtes né, et puis quelque part, on a une construction du temps qui permet de mesurer votre âge. Pour l'univers, nous sommes dans l'univers, on ne peut pas regarder l'univers de l'extérieur, donc comment peut-on affirmer, comment peut-on mesurer son âge? Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on a une telle affirmation, elle pose énormément de questions sur ce qu'on a été capable d'établir, sur les hypothèses qui sous-tendent une telle affirmation. En particulier, de quel temps parle-t-on? Pour ceux qui ont eu la chance d'être là dans les jours précédents, il y a eu plusieurs exposés où on a évoqué la relativité restreinte. On a dit que le temps mesuré par différents observateurs pouvait être différent. De quel temps parle-t-on? De quels observateurs parle-t-on? Comment cet âge peut-il être mesuré? Et quelles sont les hypothèses qui sous-tendent cette affirmation? Donc, c'est ce que je vais essayer de détailler avec vous aujourd'hui. Alors pour cela, pour commencer à répondre à cette question, il faut ce qu'on appelle un modèle cosmologique, une représentation mathématique de notre univers. Il va falloir faire cette construction, et si on fait vraiment de l'histoire à la hache, on va dire il y a avant 1915 et après 1915. Avant 1915, on vit encore dans l'époque newtonienne. L'univers va être donc représenté tel que le concevaient Newton, Galilée et puis tous leurs descendants. C'est un univers qui est éternel et immuable. Donc dans ce cadre-là, les choses sont simples. L'univers a un âge infini. Et donc on ne peut pas poser cette question de l'âge de l'univers, on peut poser la question de l'âge d'objets contenus dans l'univers, éventuellement quel est l'âge de la Terre, quel est l'âge du Soleil, quel est l'âge d'une galaxie, mais pas de l'univers lui-même, puisque c'est une quantité, un contenant immuable qui est donné de tout temps, et donc dont on ne se pose même pas la question de l'étudier d'un point de vue physique. Et donc on ne peut pas rien dire sur l'âge de l'univers avant 1915. Alors les choses vont changer en 1915 parce qu'en 1915, au mois de novembre, au cours de 4 conférences à l'Académie des sciences de Berlin, Albert Einstein expose sa nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, dans laquelle il va mathématiser l'espace et le temps, et il va donner des équations qui permettent en principe de déterminer la structure de notre espace-temps. Alors je dis en principe, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans la pratique c'est très compliqué de s'attaquer à ces équations. Mais à partir du moment où on a une théorie qui nous parle de l'espace et du temps, eh bien on va pouvoir se poser la question de notre espace-temps à nous, celui dans lequel nous vivons, donc dans notre univers. Et là, la question va se poser de savoir si cet espace-temps, déjà, quelle est sa géométrie? Est-ce que c'est la géométrie d'Euclide que nous avons apprise à l'école, ou est-ce que c'est une autre géométrie? Et est-ce que cet univers est immuable ou pas? Donc voilà un petit peu les questions qu'on va poser. Et finalement, ce cadre cosmologique, j'ai pris 2 citations de Ralph Alpher et Robert Herman, qui sont 2 cosmologistes qui ont travaillé dans les années 40, en particulier avec Georges Gamow, sur l'origine des éléments atomiques. Et ils nous disent cette chose-là, ils nous disent on considère que l'origine de la cosmologie moderne est la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais cette idée est terriblement simpliste. Je vais essayer de vous expliquer la première partie. Pour la deuxième, il me faudrait beaucoup plus de temps, mais juste pour vous dire que voilà, on est dans cet effort de modélisation.
Alors la première chose, c'est la relativité. La relativité générale et la relativité restreinte nous apprennent que le temps que nous mesurons à notre montre est finalement la seule mesure du temps qui peut faire sens pour nous. C'est ce que nous appelons notre temps propre. Si nous avons deux observateurs qui ont chacun des montres complètement identiques, des montres parfaites, la durée entre deux événements va dépendre de leur état de mouvement dans le champ gravitationnel et de la valeur du champ gravitationnel dans laquelle ils se trouvent. Et donc toute la question en relativité générale, c'est déjà d'avoir des montres qui mesure votre temps propre, et ensuite, comment est-ce que vous comparez ce que vous mesurez à votre montre avec ce que d'autres observateurs mesurent à leur montre. Donc on compare des durées, et toute la difficulté de la relativité générale, c'est finalement de savoir comment on compare ces durées. Mais à partir du moment où le temps mesuré dépend de l'observateur, qu'on parle du temps propre de l'observateur, que la durée mesurée peut dépendre de l'état de mouvement de cet observateur, de l'endroit où il se trouve dans l'espace-temps, de quel temps parle-t-on? Quel est l'âge de l'univers? De quels observateurs s'agit-il? Donc vous voyez, tout de suite, la relativité générale nous dit il va falloir définir les choses avant d'annoncer un âge. Et donc, à partir de 1915, c'est là que la relativité générale va naître. On a dans cette théorie un objet mathématique qui est le petit g mu nu que j'ai écrit là. Donc je me suis permis de mettre une équation, et le but n'est pas que je vous l'explique, c'est les équations que Einstein a écrites en 1915, qui nous dit que la géométrie de l'espace-temps, donc ce qui est à gauche de cette équation, va être déterminée par le contenu matériel de notre univers. Et toutes les solutions de l'équation de la relativité générale sont des univers, ce sont des espaces-temps. La question, c'est de savoir, existe-t-il une solution de ces équations qui décrivent notre espace-temps? Donc la question est bien posée, on connaît l'équation, et c'est là que les choses vont devenir un petit peu plus compliquées. Parce qu'en fait, est-ce que l'on peut résoudre cette équation? En général, les équations, ce n'est pas intéressant pour le plaisir des équations, ce qui veut qu'à un moment, on veut trouver des solutions. Alors, on va se rendre compte que déjà, mathématiquement, on ne sait pas résoudre ces équations dans leur pleine généralité. Alors pour ceux qui sont mathématiciens, je vais dire quelque chose. Pour les autres, juste vous dites que c'est une façon un peu pédante de dire c'est très compliqué, extrêmement compliqué. Ces équations, cette équation, ces quelques symboles que j'ai écrits là, représentent des équations aux dérivées partielles, non linéaires et couplées. Et en fait, vous avez 10 de ces équations. Donc en fait, personne au monde ne sait résoudre ces équations-là dans leur pleine généralité. On n'a même pas en fait de théorème sur l'existence, l'unicité des solutions dans la pleine généralité de ces équations-là. Donc tout de suite, on voit, on a des équations, et les mathématiques ne vont pas nous être très utiles. Il va falloir faire de la physique, il va falloir faire de la simplification. Et c'est là où l'art de faire de la physique, de faire de la modélisation va rentrer en jeu. Et puis, il va y avoir une limitation astrophysique. Si mon équation me dit que la géométrie de l'espace-temps est déterminée par le contenu en matière de l'univers, je dois savoir quelle est la matière contenue dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à savoir, puisque plus un objet est loin, moins il va être lumineux, donc plus je vais avoir de mal à le détecter. Gardez à l'esprit qu'avant 1924, personne ne savait qu'il existait d'autres galaxies. Donc dans votre modèle du côté de la matière, vous ne mettez pas les galaxies puisque vous ne savez pas que ça existe. Donc vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va découvrir l'univers, des objets dans l'univers, on va devoir raffiner cette distribution de matière. Donc on va avoir un schéma itératif, on va essayer de construire des univers assez simples, à partir desquels on va essayer de mieux comprendre le contenu matériel de l'univers pour pouvoir ensuite trouver des nouvelles solutions. Et donc ce que l'on fait, c'est pas de chercher une solution, c'est de faire ce qu'on appelle un modèle. Et ce qu'on dit en général, un bon modèle. Alors un bon modèle, c'est quoi? C'est une solution qui est de ces équations-là, qui est une solution approximée, mais qui pour autant, étant donné ce que vous êtes capable de mesurer à la valeur des barres d'erreur, vous donne une description qui est en accord avec l'observation. En physique, on ne fait que des modèles. On ne vous dit jamais quelle est la vérité. On fait des descriptions du monde qui sont des bonnes descriptions, étant donné ce que l'on mesure, étant donné l'exactitude de nos mesures, et étant donné ce que l'on sait des lois de la nature. Et vous voyez, on n'est pas dans une recherche de vérité, d'approximations successives qui vont essayer quelque part d'approximer une réalité. Et d'ailleurs, en tant que physicien, on ne se pose même pas l'existence de savoir ce que c'est que cette réalité. On constate qu'elle est là. Et puis après, on discute avec nos amis philosophes le soir, et ils nous expliquent, eux, ce que c'est, et on en sort un peu plus perdu qu'avant. Donc l'idée, ça va être de trouver la bonne géométrie de l'univers. Pour ceux qui ne sont pas du tout scientifiques, l'idée, ça pourrait être simplement de se dire quelle est la forme de la Terre. En général, on dit, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, que la Terre est ronde, d'accord? Est-ce qu'elle est ronde? Non, on va vous dire, elle est un peu aplatie au pôle, donc c'est un ellipsoïde. Mais c'est quoi? C'est quelques pourcents d'aplatissement. Donc vous voyez, en première approximation,
La Terre est ronde, première géométrie. Deuxième approximation, la Terre est un peu aplatie au pôle. Et puis ensuite, on va mieux mesurer la forme de la Terre. On va se rendre compte que c'est une forme qui est un petit peu compliquée. On appelle ça le géoïde. Et donc, on voit qu'on a pris la forme générale, qui est la sphère, qu'on a ensuite déformée pour approcher ce qu'on pourrait définir la forme de la Terre. Et d'ailleurs, il faut définir la forme de la Terre. Même la forme de la Terre, c'est un concept qui demande lui aussi d'être défini. Donc, à partir du moment où on a cette définition, on va pouvoir raffiner. Techniquement, ça s'appelle faire une théorie des perturbations. Trouver une solution simple que l'on peut manipuler et essayer de voir si on peut déformer cette solution pour s'approcher à une solution qui est encore meilleure. Et c'est ce que vont faire les chercheurs à partir de 1915. Et le premier à s'attaquer au problème, c'est Albert Einstein en 1917, dans un article qui va tenter d'établir quelle est la structure de notre univers, de l'espace-temps qui décrit notre univers. Et ça, il faut qu'il fasse des hypothèses. On connaît très peu de choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1917, personne n'avait la preuve qu'il existait d'autres galaxies. En gros, on pourrait dire qu'on observait simplement les étoiles qui sont à l'intérieur de notre Voie lactée. Quelles hypothèses vous allez faire? Alors Einstein va faire 3 hypothèses. Il va d'abord supposer que l'univers est spatialement fini. Alors ça, c'est un peu compliqué de savoir pourquoi il fait ce choix, mais c'est principalement pour des raisons techniques. Ça va simplifier énormément ses équations, et en particulier, il n'a pas besoin de savoir comment se comporte la matière à l'infini, et donc il va pouvoir avoir une façon de gérer ses équations beaucoup plus efficacement. Ensuite se passe la question de l'espace. Est-ce que l'espace change avec le temps ou pas? Einstein connaît ce que Newton a dit sur l'espace. L'espace est immuable, il ne change pas au cours du temps. Il n'y a aucune évidence du contraire, donc on ne va pas changer cette hypothèse. Bien sûr, si la théorie nous dit que c'est impossible que l'espace soit immuable, il faudra l'accepter. Si on a des observations qui nous le prouvent, il faudra l'accepter. Mais sans preuve du contraire, on ne va pas changer des hypothèses qui semblent en accord avec tout ce que l'on connaît de la physique. Donc il se met dans la lignée de Newton et il suppose que l'univers est statique. Et puis ensuite, il faut dire quelque chose sur la distribution de la matière. On sait très peu de choses. On observe les étoiles. On arrive à mesurer les vitesses des étoiles, on voit que ces vitesses sont assez faibles, et donc il va supposer que la galaxie, qui serait tout l'univers, est une sorte de gaz d'étoiles dont la densité est la même en tout point. On dit que c'est un gaz qui est homogène. Et donc si on fait ces hypothèses-là, eh bien, on peut résoudre les équations d'Einstein, ça simplifie suffisamment les équations pour pouvoir trouver une solution. Alors on sait que la matière n'est pas homogène, si vous regardez la Voie lactée, eh bien, vous allez voir la Voie lactée, donc une zone qui est plutôt un disque dans lequel il y a beaucoup d'étoiles, et des zones dans lesquelles il y a beaucoup moins d'étoiles. Et ça, on le fait souvent en science. C'est-à-dire qu'on va faire des hypothèses qui sont un peu fausses, et on sait qu'on est faux dès le départ. Et le but, c'est de savoir, de quantifier à quel point est-ce qu'on est dans l'erreur pour pouvoir ensuite avancer dans notre construction. Alors Einstein fait ça, et ce qu'il va réaliser, c'est que ces conditions sont trop contraignantes. Il n'existe pas de solution des équations que je vous ai montrées tout à l'heure qui satisfassent à ces trois contraintes. Et il va montrer qu'il y a quand même une façon de trouver une solution, et pour cela, il faut rajouter un nouveau terme dans cette équation-là, qui est un terme qui est tout à fait autorisé, qu'il n'avait pas écrit initialement, qui s'appelle le terme de constante cosmologique. Modulo cette modification, ces extensions des équations de la relativité générale, il va être capable de trouver une solution qui décrit un univers qui est spatialement fini, qui est immuable dans le temps et dans lequel la matière est distribuée de façon homogène. C'est la première solution cosmologique des équations de la relativité générale. La question est de savoir, est-ce que notre univers est comme ça? Alors à peu près à la même époque, quelques années plus tard, il y a deux chercheurs, Alexandre Friedman, qui était un météorologue russe, et Georges Lemaitre, qui était un chanoine belge, et professeur de relativité générale aussi, qui vont regarder les équations d'Einstein, qui vont faire à peu près les mêmes hypothèses que lui, mais qui vont montrer que, comme il n'arrivait pas à trouver de solution statique, ils vont se dire, est-ce qu'on peut faire cette hypothèse-là? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'on peut prouver que l'espace ne peut pas changer au cours du temps? Et ils vont trouver que, en fait, de façon générique, l'espace doit se dilater au cours du temps. Donc l'espace n'est plus immuable. Et ça, vous voyez, c'est une révolution conceptuelle énorme. Et qui est-ce qui vous dit que l'espace doit être comme ça? Ce sont les équations. Donc vous comprenez bien que Einstein n'avait pas écrit ces équations pour prouver que l'univers était en expansion. C'est une conséquence de ses propres équations. Donc on pourrait dire que la théorie voit plus loin que la personne qui a développé cette théorie.
Einstein rejette ces solutions-là en les trouvant non physiques. Il dit d'abord à Alexander Friedman qu'il a fait une erreur de calcul. Et là, je vous ai mis un petit texte. On ne va pas tout le lire, mais ce qui est très important, c'est qu'après un certain temps, il accepte la validité mathématique de ces équations. Et vous voyez ce qu'il dit. Il dit que son objection était fondée sur une erreur de calcul. Chose très rassurante pour les gens comme moi, c'est-à-dire que Einstein aussi faisait des erreurs de calcul. Donc on fait tous des erreurs de calcul, et dans les laboratoires, on passe surtout notre temps à faire des erreurs de calcul. Donc il accepte mathématiquement ces solutions, mais pour autant, ça ne lui convient pas pour lui, philosophiquement, le fait que l'espace soit en expansion n'est pas quelque chose d'acceptable. Il va faire juste un autre papier de cosmologie en 1924, et ensuite il ne parlera plus jamais de la cosmologie. Donc on a ces solutions. Pour autant, est-ce que l'univers est en expansion? Est-ce qu'on peut le prouver? Vous voyez que pour l'instant, on n'a aucune affirmation qui soutient cette affirmation-là et cette prédiction théorique. Alors pour cela, il va falloir faire... Je vais essayer de vous montrer un peu l'hypothèse qui a mené Friedman et Lemaître à ces solutions-là. Ils sont déjà partis de certaines observations. Ici, je vous ai mis en haut ce disque avec des petits points. C'est une carte de radiogalaxie. J'ai piqué ça dans un des bouquins de Jim Peebles, pour un peu l'honorer, vu qu'il a eu le prix Nobel. Vous savez, on lui a attribué le prix Nobel il y a quelques semaines, qui montre la distribution de radiogalaxies dans différentes directions du ciel. Chaque point de ce disque est une direction dans le ciel. Et vous voyez que la distribution est à peu près homogène sur ce disque, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée dans le ciel. Il semble que l'univers soit à peu près identique si on regarde dans cette direction ou dans une autre. On dit que l'univers est isotrope autour de nous. Il n'y a pas de direction privilégiée dans le ciel. Alors on va essayer de faire un modèle mathématique qui reproduit ce fait observationnel-là, et il y a deux façons de faire. Si tout est la même chose dans toutes les directions, imaginez que vous êtes au milieu d'un archipel d'îles, vous avez l'impression que dans toutes les directions, il y a autant d'îles, mais vous ne pouvez pas voyager à l'intérieur de l'archipel. Eh bien, vous pouvez vous dire, comme à droite, que vous êtes au centre de l'archipel et que les îles sont distribuées de façon sphérique autour de vous. Mais vous voyez, si j'étais un autre observateur vivant dans une autre galaxie ou sur notre île, l'observateur Q, eh bien, cet observateur ne verrait pas un univers qui est homogène. Il verrait un univers qui a une direction privilégiée, qui est la direction du centre de l'univers. Alors ça, c'est un peu gênant. Vous savez qu'on avait positionné la Terre au centre du système solaire, le système solaire au centre de la galaxie. Doit-on se positionner au centre de l'univers? Une autre façon de faire serait de dire que la distribution de matière est strictement homogène, ce qui fait que les observateurs P et Q voient tous un univers qui est globalement isotrope autour d'eux. Il va falloir choisir entre ces deux types de solutions mathématiques, ces deux types de symétrie, et comme vous observez l'univers que depuis un seul point ici et à un seul moment maintenant, vous ne pouvez pas faire la différence par l'observation. Donc comment vous faites? En général, quand on ne sait pas, on pose un principe, c'est ce qu'on appelle le principe copernicien, qui postule que nous n'occupons pas une position privilégiée dans l'univers. Nous ne sommes pas au centre de l'univers, nous sommes un observateur quelconque. Et si vous faites cette hypothèse-là, eh bien, les modèles mathématiques qui vont sortir sont des modèles dans lesquels la matière va être distribuée de façon homogène et isotrope. Et une conséquence mathématique de cela va être que l'univers est en expansion. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble, jusqu'à il y a 2 ans, qui a été transformée en loi de Hubble-Lemaître, puisque c'est Lemaître en fait, qui a compris ce fait-là initialement. Mais vous voyez, à partir du moment où je suppose que la matière est homogène, cela va vous dire qu'il y a une notion privilégiée de temps. Alors pour que vous le compreniez, imaginez un millefeuille. Un millefeuille, il y a des feuilles et il y a de la crème. D'accord ? Chaque couche est homogène. J'ai des couches de crème homogènes. Donc si je coupe mon millefeuille dans ce sens-là, je vais tomber sur une zone homogène, que de la crème ou que de la pâte. Mais si je le coupe de travers, je vais voir une alternance de pâte et de crème. Donc vous voyez que le fait que je dise qu'il existe un espace dans lequel la matière est homogène nous donne une sorte de foliation de l'espace-temps, avec une notion privilégiée d'espace et une notion privilégiée de temps. Et ce temps-là correspond à une classe particulière d'observateurs qu'on appelle les observateurs fondamentaux. On ne sait pas s'ils existent, mais mathématiquement, on peut les construire. Et ces observateurs-là vont mesurer un temps particulier, leur temps propre, à leur montre, et c'est ce qu'on appelle le temps cosmique. Et ce cas, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en relativité générale, il n'y a pas de notion privilégiée de temps, mais dans cette classe de solutions particulières des équations de la relativité générale, du fait des symétries que nous imposons, nous retrouvons une notion globale de temps. Et ça, c'est très surprenant. Ça veut dire qu'on va pouvoir parler du temps de l'univers, de l'âge de l'univers, qui va être cet âge mesuré par ces observateurs.
Nous ne savons pas si nous sommes dans cette classe d'observateurs, peut-être que nous avons un mouvement qui fait que nous ne sommes pas ces observateurs, mais nous devrions être capables, par des observations, de décrire notre propre mouvement dans l'univers et donc de relier le temps que nous mesurons au temps mesuré par ces observateurs qui sont des observateurs théoriques. Donc déjà, on a avancé, on sait de quel temps on parle de ce temps cosmique, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la construction de ce temps est tout à fait liée aux solutions privilégiées qu'on a utilisées pour décrire notre univers. Alors l'univers se dilate, et donc vous voyez que ça veut dire que la matière va devenir de moins en moins dense, que les objets vont s'éloigner les uns des autres, et puis si vous avez une onde, la longueur d'onde va devenir de plus en plus longue, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Alors ce qui est important, c'est que c'est Georges Lemaître qui a compris ça en 1927, et il a dit, ces solutions-là, si elles sont réelles, eh bien ça veut dire que les galaxies lointaines, nous devons les voir s'éloigner de nous, et s'éloigner d'autant plus rapidement qu'elles sont loin. C'était une prédiction théorique, et c'est exactement ce que Hubble a prouvé en 1931. Ce qu'il y a, c'est que quand ça se dilate, vous voyez, j'ai mis différentes tranches de mon millefeuille, donc différents instants. Ces instants, le temps n'est pas mesurable. La seule chose que je peux mesurer, c'est de combien l'univers s'est dilaté entre deux événements. Il va falloir que je relie la dilatation de l'espace à ce fameux temps cosmique qui est une construction mathématique. Donc on va avoir deux concepts. Le décalage spectral, qui nous dit combien les longueurs d'onde se sont étirées. C'est une quantité qui est mesurable. Ça, je peux faire des spectres et mesurer cette quantité. Et le temps, qu'on appelle le temps de regard en arrière, donc le temps qui s'est passé depuis que la lumière qui nous parvient a été émise. Et donc il va falloir relier cette quantité observable à une quantité non mesurable, qui est une construction théorique dans ce cadre de modèle. C'est ce qu'a fait Hubble. Ici, vous avez une page de son article de 1929. À gauche, vous avez des spectres, à partir desquels il peut mesurer ce décalage spectral, il peut mesurer la vitesse d'éloignement des galaxies. Et vous avez différents objets, à partir de leur taille, on peut avoir une estimation de leur distance. Donc on peut vérifier par l'observation que plus un objet est loin, plus il s'éloigne rapidement. C'est la fameuse loi de Hubble, c'est la prédiction de Georges Lemaître. Donc on confirme que l'univers est en expansion. Donc l'univers est en expansion, question... Quelle est la loi d'expansion de notre univers en fonction du temps de ces fameux observateurs théoriques? Ça, c'est quelque chose que vous devez pouvoir déterminer par la théorie. Et ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres que j'ai appelés des grands oméga. Il y a celui avec un petit m qui vous dit la quantité de matière présente dans l'univers, celui avec un lambda qui vous dit la quantité de cosmologie, et puis un autre terme qui est une contribution qui vient de la géométrie de votre espace. Et suivant la valeur de ces paramètres, eh bien, vous allez avoir plusieurs histoires d'expansion. En haut à gauche, vous avez des univers qui s'effondrent, qui rebondissent et qui deviennent en expansion. En bas à droite, vous avez des univers qui sont statiques et qui, au bout d'un moment, vont se mettre en expansion. Et puis au milieu, vous avez des univers, vous voyez, où le facteur d'échelle, le taux de dilatation, va passer par zéro. Donc il y a un moment, l'espace semble disparaître. C'est ce qu'on appelle une singularité. Avant ce moment-là, en fait, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de notion de temps. Donc c'est comme si l'espace... Notre univers avait une origine. Je les ai entourés par des ronds rouges. Et donc, dans tous ces modèles-là, il y a ce qu'on appelle vulgairement le Big Bang, donc une singularité initiale, qui marque le départ de notre univers. Et donc, la question, bien sûr, va se poser de savoir que représente ce Big Bang. Mais vous voyez bien qu'à partir du moment où j'ai une telle loi d'expansion, si je suis capable de mesurer la quantité de matière dans mon univers, la valeur de la constante cosmologique, je vais avoir la loi d'expansion de mon univers et éventuellement, je vais pouvoir dire le temps qu'il s'est écoulé pour ces observateurs théoriques entre la singularité initiale et aujourd'hui. Donc, ce qui me donne une notion tout à fait bien définie que je vais pouvoir calculer et mesurer par l'expérience, par les observations. Donc, dans ces solutions, un certain nombre d'entre elles ont une singularité. Cette singularité, c'est un bord de l'espace-temps. Et vous voyez bien que personne n'a vu le Big Bang. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un phénomène de la nature. C'est quelque chose qui apparaît dans l'extrapolation extrême de la loi d'expansion de notre univers. Et en fait, comme le remarque dans ce très beau texte en 1931 Georges Lemaître, il dit attention, dans cette extrapolation-là, la théorie de la relativité générale, donc qui nous donne nos lois de la gravitation, ne va plus être valable parce qu'il va falloir prendre d'autres phénomènes en compte, comme les phénomènes quantiques. Et donc ce Big Bang, ce n'est pas un fait physique, c'est une propriété de ces modèles d'univers et qui finalement souligne la limite de notre description de l'univers. Et bien sûr, ça pose inévitablement la question de l'origine, mais celle-là, vous ne m'en voudrez pas si je ne la discute pas en 30 minutes. Donc l'âge de l'univers, c'est la durée mesurée par des observateurs fondamentaux, donc qui sont une construction théorique, entre la singularité initiale et aujourd'hui.
Donc là, je suis content, je n'ai pas avancé pour l'instant, mais au moins je sais de quoi je parle. Je peux le calculer, ce truc-là. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais au moins je donne une définition, et à partir du moment où on a une définition, on peut commencer à débattre sur si on est d'accord avec cette définition, si elle fait sens, et si on est capable de la calculer. Alors je vais essayer avec vous assez rapidement de voir toutes les hypothèses qui sous-tendent en fait cette affirmation sur l'âge de l'univers. J'ai dû postuler déjà la validité de la théorie de la relativité générale pour décrire la gravitation. Ça me donne une définition du décalage spectral, ça me donne la dynamique de tous mes espaces-temps. Ce sont les fameuses équations d'Einstein. Et ça, je vous ai dit, je ne suis pas capable de les résoudre. On est à un niveau théorique. Ensuite, j'ai cherché une classe de solution particulière. J'ai fait l'hypothèse du principe copernicien. Ça m'a donné une classe de solution dans laquelle la matière est distribuée de façon homogène et isotrope, et ça m'a permis de définir un temps particulier, ce temps universel cosmique, qui est lié à ces observateurs fondamentaux. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc vous voyez, on a déjà deux hypothèses. Ensuite, j'ai fait des observations. Ces observations m'ont permis de relier le décalage spectral qui est observable au temps cosmique mesuré par ces observateurs qui n'est pas mesurable. Et puis les observations vont me dire, dans cette classe de solutions, lequel est notre univers, celui dans lequel nous vivons, avec la matière, avec la constante cosmologique, qui sont mesurées par les observations astrophysiques. Et à partir de là, eh bien, je peux tout mettre ensemble et je vais pouvoir calculer l'âge de l'univers. Donc l'âge de l'univers n'est pas quelque chose qui est mesuré, c'est quelque chose qui est calculé dans un cadre, dans un modèle cosmologique qui est supposé être une bonne description de notre univers. Et donc, à partir de là, on peut regarder ce que l'on obtient. Ce que l'on obtient pour l'âge de l'univers, c'est une formule mathématique horrible que je n'ai pas écrite d'ailleurs. J'ai mis 1 sur H0. H0, c'est la constante de Hubble, donc le taux de dilatation de l'univers aujourd'hui, fois une certaine fonction qui va dépendre de la quantité de matière, de la valeur de la constante cosmologique, de tous les paramètres cosmologiques que je dois être capable de mesurer par ailleurs. Alors cette constante de Hubble, on la connaît, et vous voyez que si j'oublie toute la contribution de la matière, ça me donne déjà typiquement un âge de presque 10 milliards d'années. Donc même sans faire de calcul, sans bien connaître le modèle, la mesure du taux d'expansion locale me dit que l'âge typique de l'univers, c'est en gros une dizaine de milliards d'années. C'est quelque chose d'important. Pensez aux difficultés que nous avons eues à mesurer l'âge de la Terre, à contraindre l'âge de la Terre. Et bien là, déjà, le taux d'expansion locale de l'univers, tel que le mesurait Hubble, nous dit l'univers, c'est en gros quelques dizaines de milliards d'années. Alors c'est rassurant, parce qu'on sait par ailleurs que le Soleil a un âge d'environ 5 milliards d'années, donc c'est bien, le Soleil est plus jeune que l'univers. Et maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est trouver différents objets dans l'univers et vous devez vérifier à chaque fois qu'ils sont plus jeunes que l'univers lui-même. Donc ça va vous donner une contrainte sur vos modèles. Ensuite, vous faites un certain nombre d'observations cosmologiques et astrophysiques et vous allez être capable de mesurer ces paramètres. Et ce que vous voyez, vous avez des courbes en fonction de ces deux paramètres. En abscisse la matière, en ordonnée la constante cosmologique, et je vous ai mis une croix et un rond autour des valeurs des paramètres qui sont mesurés aujourd'hui, donc ça vous donne cette fameuse fonction f qui est un petit peu compliquée, et vous voyez que mon rond il est vers 14 milliards d'années, donc on est vers environ avec cette 13,8 milliards d'années, et plus vous allez affiner la mesure sur vos paramètres cosmologiques, plus vous allez affiner la valeur de l'âge de votre univers. D'accord ? Mais il ne faut pas oublier toutes les hypothèses qu'on a faites avant ça. Alors le premier débat qu'il y a actuellement, c'est sur la valeur de cette fameuse constante de Hubble. Il y a eu un grand débat dans les années 70, 80, 90, jusqu'à finalement à la fin du XXe siècle sur la valeur de la constante de Hubble. On est tombé en accord sur une valeur qui est de l'ordre de 67,4. Et puis, depuis 1 an et demi, il y a un débat. De nouvelles mesures astrophysiques vous donnent des valeurs qui sont discordantes. Donc pour certains de nos collègues, c'est vraiment un vrai problème. La raison de cette discordance est encore à comprendre. Est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce que c'est un problème de l'observation ? Et si elle est réelle, pourquoi est-ce qu'on a deux valeurs de la constante de Hubble ? Mais vous voyez bien que si je change la constante de Hubble, cela va changer l'âge de l'univers que je vais calculer, puisque le taux d'expansion locale va être différent. Donc ça, voilà, l'observation peut me dire que peut-être ce 13,8 n'est pas le bon chiffre. Bon, ce n'est pas très grave finalement, parce que ce soit 13,8 ou 13,6, ça ne change pas vraiment les choses, mais ce qui est important de se dire, c'est qu'on voit qu'il y a à ce niveau-là quand même tout un débat au niveau de la valeur de ces paramètres. Et maintenant, il y a les autres hypothèses. Est-ce que la théorie de la relativité générale est une bonne théorie de la gravitation ? Alors, dans le système solaire, on teste très bien la relativité générale. Vous avez entendu parler de la détection des ondes gravitationnelles, ça a amené de nouveaux tests de la théorie de la relativité générale. Mais est-ce que cette théorie est valide sur les échelles intergalactiques ? On n'a pas de preuve directe, on ne peut pas prendre deux galaxies et voir comment elles s'attirent l'une l'autre. On n'a que des tests indirects. Alors là, on sait qu'on va pouvoir le faire en 2022, en particulier avec le satellite Euclide, grâce à des techniques que j'ai pu développer avec Francis Bernardo il y a
voilà, en 2001, dans lequel on va être capable, à partir des effets de lentilles gravitationnelles, de tester la validité de la relativité générale aux échelles cosmologiques. Donc là encore, il y a beaucoup de nos collègues qui travaillent sur des théories au-delà de la relativité générale, ce qu'on appelle les théories de gravitation modifiée, dans lesquelles la gravitation s'accorde avec la relativité générale dans notre environnement local, mais pourrait être très différente aux échelles astrophysiques. Si on trouve une faille ici, bien sûr, comme j'ai changé la relativité générale, eh bien, toute cette affirmation sur l'âge de l'univers pourrait être éventuellement changée. Le principe copernicien, est-ce qu'on peut tester le principe copernicien? Jusqu'en 2008, tout le monde, moi y compris, disait oui, j'avais écrit ça même dans mon livre de cours à l'époque, parce que ce qu'on affirmait tous, on disait nous sommes ici dans notre galaxie, nous observons l'univers depuis ici et maintenant. On ne peut pas aller dans une autre galaxie pour voir si l'univers a à peu près la même tête. Mais en fait, ce qu'on oubliait, c'est qu'on observe l'univers depuis ici et aujourd'hui, mais à chaque moment, c'est plus exactement le même aujourd'hui. Alors, quand on faisait des calculs, on se rendait compte que ce que ça changeait dans les observations astrophysiques était tellement infime que de toute façon, c'était non mesurable. Et puis, il y a eu le développement de nouveaux télescopes, comme l'Extremely Large Telescope, qui est actuellement en construction au Chili, des progrès dans la spectrographie. Et on s'est rendu compte que sur des échelles de temps de 10 ans, on allait pouvoir voir comment l'univers changeait entre aujourd'hui et dans 10 ans. Et donc, cette information-là, on s'est rendu compte que ça allait permettre de tester cette hypothèse du principe copernicien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai proposé avec George Ellis de l'Université du Cap en 2008. Et depuis, en fait, on a trouvé plusieurs idées pour tester la validité de ce principe copernicien. Et aujourd'hui, étant donné toutes les mesures que l'on a, toutes les observations, eh bien, on n'a trouvé aucune indication du fait que cette hypothèse soit violée. Donc là encore, c'est le fait qu'on ait eu des nouvelles observations plus fines qui nous a permis de comprendre qu'une hypothèse que l'on pensait ne pas pouvoir être testable peut être testée. Et donc, vous voyez, vous devez à chaque étape tester vos hypothèses. J'ai parlé des paramètres cosmologiques. Aujourd'hui, si vous vous intéressez à la question, on parle de l'ère de la cosmologie de précision. Les gens sont rentrés dans la possibilité de mesurer tous ces paramètres, et il y en a d'autres, avec des barres d'erreur de plus en plus fines, typiquement de l'ordre du %. Mais vous voyez que dans les deux premières étapes, ce que je veux faire, avant de mesurer précisément la valeur des paramètres, c'est m'assurer que le cadre théorique est le bon cadre théorique. Donc je parle de justesse, je ne parle pas de précision. Et donc on peut faire à la fois de la cosmologie aujourd'hui de précision et de la cosmologie de justesse. Donc on a 3 niveaux d'hypothèses, théoriques, et puis des solutions de cette théorie, et la meilleure solution de tout cet ensemble de théories. Et vous devez avoir ces 3 affirmations pour pouvoir arriver à votre conclusion. Une fois que vous faites ça, eh bien, vous allez pouvoir avoir toute la chronologie de l'univers, tout ce qui s'est passé. On va pouvoir mettre une échelle de temps dans l'univers. Cette échelle de temps, toutes ces datations-là ne sont pas des mesures. Ce sont des calculs qui dépendent en fait d'un certain nombre d'observations et qui ont toutes les mêmes hypothèses. Quand on vous dit que le fond diffus est 380 000 ans après le Big Bang, eh bien, on a toutes les mêmes hypothèses qui rentrent dans la construction. Donc je vais m'arrêter là, juste pour vous dire que vous voyez qu'il y a une relation vraiment entre des phénomènes locaux, ce qu'on est capable de mesurer ici, et cette construction qui me donne une description globale de l'univers, que ça met au cœur de toute cette discussion l'importance de la construction théorique, parce que c'est ça qui définit le concept de Big Bang, qui va vous dire quand est-ce que je vais mettre mon instant zéro, c'est ça qui va me dire quels sont les observateurs qui mesurent et quel temps je suis capable de mesurer. Et ça, donc, il faut le garder à l'esprit, parce que ce qui est vrai pour la cosmologie est vrai pour beaucoup d'affirmations scientifiques. Ce n'est pas des affirmations qui flottent comme ça, où on a vu les choses. Elles sont le résultat d'un certain nombre d'hypothèses et de paris, on va dire, sur la validité d'un certain nombre de théories physiques. Et donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, parce que si vous trouvez un problème, il va falloir aller questionner chacune des étapes de votre raisonnement qui a permis de mener à cette observation. Donc aujourd'hui, on va dire que, étant donné tout ce que l'on sait, on peut affirmer que l'univers a 13,8 milliards d'années, et éventuellement, ça changera dans le futur, mais ça c'est la science, on a l'habitude. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre exposé, très clair. J'ai une question à vous poser concernant l'énergie et la matière. Dans le modèle cosmologique actuel, on parle beaucoup d'énergie noire et de matière noire, mais on parle peut-être peu d'énergie négative ou de matière négative. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Merci. En relativité générale, il n'y a pas de matière négative. Point. Et l'énergie négative, on n'aime pas, parce que dans toutes ces théories-là, ça met des instabilités partout, et donc on ne sait pas décrire ces phénomènes. Dès qu'on a des énergies négatives, c'est catastrophique dans vos théories.
Donc voilà, donc, dans ce cadre théorique-là, ça n'apparaît pas. Il y a des collègues qui vont avoir des idées, en particulier pour considérer des masses négatives, mais là, il va falloir qu'ils repensent complètement les équations qui décrivent la gravitation, parce que vous comprenez bien que ça fait un peu comme l'électromagnétisme, et donc la gravitation va commencer à devenir une force écrantée, chose que l'on ne voit pas. Et donc, s'ils font cette hypothèse, et on n'a aucune construction qui tient la route de ce côté-là, vous avez le droit de faire l'hypothèse, mais vous devez, à partir de cette hypothèse, expliquer comment vous retrouvez tout ce que vous supposez et qui, pour l'instant, indique qu'il n'existe que des masses positives. Donc ça, moi je suis ouvert, on est en science, on est toujours ouvert, mais il faut qu'à partir du moment où vous avez une nouvelle hypothèse, vous soyez capable d'expliquer pourquoi tout ce qui était compris avant n'est pas bousculé et reste compris. Et ça, pour l'instant, on n'a aucune théorie qui va dans ce cadre-là. Bonjour. Je voudrais vous poser la question à nouveau sur le principe copernicien, revenir sur le principe copernicien. Est-ce que toute la communauté scientifique estime suffisantes les expériences dont vous parliez tout à l'heure, d'échelle à 10 ans, parce que devant l'immensité de l'univers, enfin, ça reste très très petit, quoi. Voilà. Oui, vous avez raison. Donc, la réponse est non, heureusement. D'accord ? Donc, on n'est pas d'accord, c'est ça qui est bien. Donc, la première chose, c'est que comme l'univers a cette singularité initiale, et que la lumière a une vitesse finie, vous n'observez qu'une partie finie de l'univers. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire que ce qu'on est en train de dire, c'est que sur la zone que l'on est capable d'observer, ce qu'on appelle l'univers observable, alors cette hypothèse est une bonne approximation. Après, sur des échelles beaucoup plus grandes, je ne peux pas vous le dire et je ne pourrai pas vous le dire. Alors ceux qui me connaissent un peu savent que je distingue deux types de cosmologie, celle avec un petit c, dont j'ai parlé là, qui est de l'astrophysique, qui s'occupe de choses que je peux observer, et celle avec un grand C qui vous parle de l'univers sur des zones sur lesquelles je ne peux pas observer. Et là, suivant le modèle théorique que vous allez considérer, vous allez avoir des conclusions qui sont radicalement différentes. Voilà, si par exemple, André Linde, qui est un des grands cosmologues, il est en fin de carrière maintenant, mais dans les années 80, qui était au départ de ces théories d'inflation, va vous dire que sur des échelles très très grandes, l'univers est très très inhomogène, quasiment fractal. Bon, on ne peut pas le tester. D'accord ? Donc, c'est là aussi, donc, toutes les choses qu'on peut tester, c'est à partir du moment où on est capable de faire des observations. Pour le reste, c'est des conclusions qui peuvent être plus ou moins crédibles dans un cadre théorique qui est en accord avec ce que vous voyez localement. Pareil, est-ce que l'univers est fini ou infini ? J'en sais rien, et je ne peux pas vous le prouver. Je peux prouver qu'il est plus grand qu'une certaine taille, ça on l'a fait, mais est-ce qu'il est infini ou très très grand ? Voilà, la question reste en suspens et on n'a pas d'observation qui permet de trancher la question. Vous nous avez présenté plusieurs solutions dans les hypothèses admises. Qu'est-ce qui privilégie les solutions avec singularité sur les autres ? Quelles sont les observations déterminantes ? Donc là, les solutions existent toutes. Et ce qui va distinguer une solution des autres, c'est la valeur des paramètres cosmologiques que vous devez mesurer par ailleurs. Donc en fait, si vous avez par exemple le taux d'expansion en observant des supernovas, vous allez mesurer ces paramètres-là. Et une fois que vous avez mesuré les paramètres, ça vous dit en fait quelle est la solution qui correspond à votre univers. Donc ce n'est pas un choix, ça c'est la mesure qui vous indique quelle est la solution dans cette classe totale de solutions. Donc c'est là où l'observation rentre en fait dans l'affirmation. Je te laisse résumer, c'est ça ? Merci. C'est cool. Je vous propose de remercier Merci à vous. Jean-Philippe Uzan. Alors, vous avez comme question défi demandé si l'on peut donner un âge à l'univers, en l'occurrence 13,8 milliards d'années. Généralement, les questions à Time World ont une réponse assez tranchée, oui ou non. Là, je dirais que c'est plutôt un oui, mais. Oui, on peut dire que l'univers a 13,8 milliards d'années, mais en fonction d'un certain modèle cosmologique. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que cette simple donnée de l'âge de l'univers, puisque tous les événements que l'on peut dater dans l'histoire de l'univers dépendent du modèle que l'on emploie. Alors, c'est une donnée finalement assez étrange, puisqu'elle est relativement précise, 13,8 milliards d'années, et pourtant, comme vous l'avez bien dit, personne n'était là il y a 13,8 milliards d'années. Alors, comment a-t-on fait pour établir ce chiffre ? Avec quelles hypothèses ? Donc, il faut effectivement un modèle cosmologique, ce que l'on n'avait pas avant l'avènement de la relativité générale en 1915. Avant, l'univers était en quelque sorte le réceptacle de la matière, le réceptacle des événements qui se déroulent, mais il était immuable. Maintenant, avec la relativité générale, l'univers se retrouve doté d'une certaine structure. Et dès lors, on va pouvoir lui attribuer un âge.
Alors le mouvement des observateurs dans cette structure est lui-même lié au mobilier ontologique de l'univers. C'est le sens précisément de l'équation d'Einstein que vous avez présentée. En réalité, 10 équations qui sont très techniques évidemment mathématiquement et que l'on ne peut pas résoudre complètement. Alors, le problème qui se pose est de savoir d'abord quelle est la matière qui constitue l'univers et qui donc détermine la résolution de ces équations. Donc ça, c'est une première difficulté puisque l'on trouve des objets en permanence par la recherche en cosmologie. Alors, pour remédier à cette difficulté, on ne va pas chercher à résoudre ces équations en entier, de façon complète, on va simplement faire des approximations, c'est-à-dire on va créer des modèles qui doivent au mieux représenter le monde, en accord bien sûr avec ce que l'on sait de lui. Alors en 1917, Einstein s'attelle à ce problème et prend l'univers, c'est ça qui est très important, comme objet d'étude, comme objet de science, qui a des propriétés particulières. Et il en donne 3, en l'occurrence, le fait que l'univers est fini, qu'il est statique et qu'il est homogène. Il ne trouve pas de solution à ces équations en faisant ces simples hypothèses et il est amené à introduire la constante cosmologique. Et puis 5 ans plus tard, en 1922, Friedman et Lemaitre donc, vont remettre en cause la deuxième hypothèse d'Einstein, le fait que l'univers soit statique. Et puis ils vont faire aussi l'hypothèse que nous avons une place finalement assez banale dans l'univers, tout à fait quelconque. Et si l'on part de ce principe, eh bien, on aboutit à l'idée qui émerge des équations que l'univers est en expansion. Je vous ferai remarquer que le fait que des idées émergent des équations est quelque chose qui arrive relativement souvent en physique. Et si on reste en astrophysique notamment, l'idée de trou noir, par exemple, est d'abord venue des équations avant d'être confirmée expérimentalement. Puisque, vous savez, on a pris la photo, entre guillemets, d'un trou noir il n'y a pas très longtemps. Alors, ces hypothèses permettent donc de résoudre les équations d'Einstein et de définir une classe d'observateurs un peu particulière à qui on peut attribuer un temps propre et on peut définir à partir de là un temps cosmique et donc un âge de l'univers qui va correspondre en fait à la durée que vont mesurer ces observateurs entre le Big Bang, la singularité initiale, et aujourd'hui. Notons que cette expansion de l'univers a été vérifiée expérimentalement en 1931 par Hubble. Et donc, il y a un point commun entre toutes les différentes solutions qu'on peut obtenir de cette équation, des modèles, puisque l'expansion, comme vous l'avez montré, a de nombreux visages, c'est le Big Bang, c'est l'idée d'une singularité donc initiale. Sachez que Roger Penrose, qui était à Time World jeudi, a beaucoup travaillé sur ces questions de singularité. Vous pourrez revoir sa conférence en replay plus tard, ce qui nous amène évidemment aux frontières de notre connaissance, puisqu'on a beaucoup de mal à décrire ce genre de situation. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'hypothèses pour définir cet âge de l'univers. Et ce qui est important de noter, je pense que c'est l'idée avec laquelle il faut repartir, c'est que ces hypothèses ont encore un écho important et font encore l'objet de débats importants dans la communauté scientifique aujourd'hui, puisqu'il y a donc des débats sur la valeur des paramètres qu'on utilise dans ces modèles, donc notamment la constante de Hubble, des débats aussi, vous l'avez dit, sur le principe copernicien, et même sur la validité de la relativité générale que l'on continue de tester. Et je vous renvoie également aux conférences de Christophe Salomon et Sébastien Bise hier, qui nous ont parlé des horloges atomiques. Et en l'occurrence, grâce aux horloges atomiques, on peut tester avec une grande précision la relativité générale. Voilà, je termine en vous signalant que Jean-Philippe Usan va faire une séance de dédicace maintenant, donc vous pouvez continuer à lui poser des questions à l'entrée.